Hello et bienvenue dans cet épisode du Tu t'écoutes. Aujourd'hui, on va parler des remontadas. Un remontada signifie en espagnol une remontée. Donc dans le contexte de nos études, ça correspond à la réussite d'un objectif malgré des périodes difficiles, des obstacles ou des échecs. Pour discuter de tout ça et donner nos expériences, je suis avec 4 tuteurs qui ont aussi passé par la licence Sciences pour la santé. Alors moi c'est Bettina, je suis maintenant en P2 médecine, je suis rentrée directement en L1 SPS en post-bac, puis j'ai fait une L2 et j'étais du parcours psychologie. Moi c'est Florin, je suis rentré en L1 juste après mon bac S, enfin l'équivalent maintenant. J'ai fait une L1 maths que j'ai raté aux oraux. J'ai continué en L2 SPS le parcours. Et du coup j'ai réussi avec les oraux de fin d'année et maintenant je suis en P2 médecine. Du coup moi c'est Naël, je suis en dentaire en deuxième année. Je suis passé du coup en L1 après une réorientation, j'ai fait une école de théâtre, donc rien à voir. Et j'étais du coup en SDV. Du coup moi c'est Marca, je suis en deuxième année de médecine également. Je suis passée en deuxième année à partir d'une L2 psycho option santé, du coup comme Bettina avant. J'ai intégré la L1 espace psychologie juste après mon bac, du coup j'ai fait des options scientifiques. Et puis je suis actuellement tutrice en UET. Et du coup, moi c'est Naomi, je suis toujours là dans les épisodes de podcast. J'ai fait tout d'abord un bac SVT maths, physique, chimie avec option maths complémentaire du coup. Et je suis passée directement en L1 SPS après le bac en parcours sciences de la vie pour ensuite rentrer directement en médecine. Et on va se lancer directement dans le vif du sujet du coup avec les débuts de la LSPS, avec vos objectifs, vos motivations, quelles étaient vos attentes. Alors moi j'avais choisi psycho sur Parcoursup parce que en fait je l'ai pas précisé mais en terminale j'avais pas maths, physique, SVT, j'avais histoire géopolitique, géographie et sciences politiques et SVT et j'avais un bac allemand, enfin je faisais un habit-bac. Donc je suis pas une grosse scientifique et j'avais pas envie de faire trop de sciences en L1. J'avais pas envie de m'en dégoûter, j'avais peur de pas y arriver, donc je me suis orientée vers le parcours psycho parce que je me suis dit que ça ferait mieux passer la pilule de la L1 par ailleurs. Du coup, pendant la L1, les débuts ont été très très compliqués, vraiment pré-rentrée en larmes, à dire à mes parents non mais là il faut que je me réoriente et tout, faut que je trouve autre chose, je vais aller en prépa lettres, je vais aller faire je sais pas quoi mais ça va pas du tout, c'est pas du tout pour moi, je comprends rien, je vais pas y arriver, je vais pas tenir. Et puis à un moment j'ai eu un déclic et je me suis dit qu'en fait maintenant que j'étais là j'avais de toute façon rien à perdre. Donc après heureusement le fait d'être en parcours psycho, la SHS aussi en L1, ça m'a aidé à surmonter le bloc santé et du coup l'expérience générale, je me suis sentie très forte à la fin de la L1, d'avoir terminé ça, d'avoir effectivement été au bout de mon idée du fait que j'avais rien à perdre. Et honnêtement, ça a été la chose la plus dure que j'ai faite. Enfin, j'ai jamais couru de marathon ou quoi, mais ça a été un peu la sensation que j'en ai eue. Vraiment, c'est le truc où je me suis dit, c'est hyper dur. Mais du coup, c'est aussi la chose qui m'a apporté le plus de fierté. Et ce, malgré l'échec en L1. Donc voilà, un peu mon expérience générale. Et si c'était comme je l'imaginais, non, parce que moi, j'avais un peu en tête le film Première année. Que peut-être vous avez vu, ou en tout cas vous devriez voir. Et à côté, j'avais l'impression de rien faire. Enfin, mon quotidien, je sais pas, je me disais mais c'est pas possible, mais moi je vis pas cette pression, mais c'est pas comme ça que ça se passe pour moi et tout. Et pourtant en fait quand j'y pense, j'ai quand même vécu des choses similaires et tout, donc voilà, c'était pas comme je l'imaginais, mais ça m'a apporté beaucoup de fierté quand même au final. Voilà. Quand j'ai fait mes vœux sur Parcoursup, j'avais pas du tout pour objectif de finir à Strasbourg, même si je viens d'Alsace de base, parce que j'ai toujours eu des relations très très conflictuelles avec mes parents et qui me soutenaient pas du tout pour médecine à l'époque.
Et donc du coup, moi quand je me suis lancé en médecine, je voulais pas rester à Strasbourg. J'avais fait à peu près tous les vœux possibles et imaginables en France et j'avais pas fait les îles. J'ai pas fait cette bêtise, j'ai pas fait les îles. Et j'ai fait le choix de ne mettre que 2 vœux à Strasbourg, c'est-à-dire les maths et SDV, au cas où je ne serais pas pris dans une autre ville. Quand les résultats Parcoursup sont sortis, je me suis très vite rendu compte que j'ai bien fait de faire le choix, parce que quand j'arrive 12 millième sur une liste d'une autre ville, tu sais très bien que tu ne seras jamais pris. En fait, j'étais tellement impatient que j'ai pas attendu la phase complémentaire pour voir si j'étais pris en SDV, j'ai tout de suite pris la licence maths. Celle où j'avais été pris le plus vite d'ailleurs. Donc je suis rentré dans ma L1, ça a été très compliqué tout de suite, je me suis vu couler, mes parents voulaient me payer une prépa à l'époque que j'ai refusée par dignité, parce que je me suis dit, voilà, je ne veux pas dépendre de l'argent de mes parents. J'ai très vite travaillé ma fierté au bout d'un mois et demi, je suis rentré dans ce petit côté enfer de la première année de médecine. Je voyais qu'en maths, j'y arrivais pas et tout, la prépa m'aidait pas non plus. J'ai contacté un copain que je m'étais fait quelques années avant, qui était en prépa en Suisse à l'époque, et il m'a fait des cours particuliers pendant toute l'année. Donc comme ça, voilà, on a avancé. Le premier semestre était horrible. Je me souviens que j'ai eu une très 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 mauvaise expérience. J'avais des copains incroyables, mais vraiment niveau cours, c'était la décadence. Je me souviens qu'en cours de maths, je me mettais exprès tout au fond de la classe parce que très très souvent, quand je comprenais pas un exo, alors c'était aussi de l'impulsivité, mais en fait je me mettais à pleurer. Et donc du coup, le fond de la classe permettait pour moi de pleurer en silence sans que le prof me voie. D'ailleurs, je pense qu'un jour il a vu croiser mon regard et a décidé de ne plus jamais m'interroger en maths. Ça a été une très très bonne nouvelle pour moi. Et bref, le premier semestre se passe, les résultats santé sont bons, les résultats en maths sont corrects, sans plus, c'est-à-dire que j'ai tout juste la moyenne, mais au moins je valide les maths. Le second semestre commence, et là, je sais pas, j'applique le théorème des cours irrécupérables, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que l'année est perdue quoi qu'il arrive. Et donc du coup, bah, autant se lancer à fond et essayer de bosser le plus possible l'année. Donc j'y suis allé, sans aucun stress, les matières que j'avais me plaisaient énormément par rapport au premier semestre. En maths, j'avais décidé de me la couler douce, donc j'ai commencé à un peu lâcher la matière. Ce qui ne m'a pas pour autant fait défaut. D'ailleurs, j'ai eu des meilleurs résultats, donc très étonnant, en travaillant moins. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Et voilà, donc l'année s'est terminée. J'étais très confiant sur le fait que j'aurais les oraux. Et vu que j'étais très à l'aise à l'oral, enfin en tout cas je trouve être très à l'aise à l'oral, je pensais pour réussir plus ou moins. Bon bref, mon ego s'est pris un coup parce que je me suis fait littéralement broyer par les oraux de fin d'année. Mais c'est pas grave. Je suis rentré en L2 SPS parce que je ne me voyais pas continuer en maths vu que je l'avais validé tout pile la moyenne, c'est-à-dire à 10,13, donc à pas grand chose quoi. Je suis rentré en L2, j'ai rencontré un monde 1000 fois plus concurrentiel que la L1 alors que je pensais qu'on avait déjà atteint le summum possible. Des gens qui étaient aussi très très gentils, hein. J'ai rencontré plein de gens incroyables et des gens qui étaient aussi très mauvais. Mais ça m'a pas empêché de continuer l'année avec une moyenne de travail qui était relativement lente d'ailleurs. J'ai fait mon année, j'ai passé les oraux que je pensais rater royalement. Et en fait, je me suis très bien sorti avec des questions qui étaient très fourbes, mais finalement, je pense avoir bien répondu vu les résultats finaux. Donc j'étais très content, j'ai été accepté en médecine, j'ai eu le stage que je voulais, et puis voilà, je suis rentré là-dedans. J'ai jamais pensé à abandonner mon année parce que déjà je voulais prouver à mes parents que j'étais capable de le faire, eux qui ne me voyaient pas du tout là-dedans. Et pareil, en fait, je me voyais entrer en médecine et rien d'autre. Pour moi, il n'y avait rien d'autre possible. Quand j'ai fini ma L1, on m'avait proposé pharma que j'ai décidé d'aller en amphi de garnison pour le refuser devant tout le monde. Parce que pour moi, c'était important de dire non, je ne veux pas faire autre chose que médecine. Donc du coup, voilà, j'ai continué jusqu'au bout. Je me suis dit que voilà, quoi qu'il arrive, si j'arrivais pas à faire médecine avec la L1 ou la L2, je ferai un master et je tenterai le concours plus tard. Ou alors je rentrerai en pharma pour essayer de faire la passerelle. Mais mon objectif final, c'était d'avoir médecine. Ça m'a un peu étonnée que tu aies souligné la compétitivité en L2. Moi, j'ai trouvé que pour le coup, ça n'avait rien à voir avec la L1. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est pas forcément un avis que je partage et ça m'intéresse de savoir comment tu l'as vécu par rapport à ça, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec Bettina, je la rejoins sur ce point-là. Et d'ailleurs, c'était un point que je voulais vraiment aborder en parlant de la L2. C'est que je me suis sentie 1000 fois à ma place, 1000 fois mieux à ma place, parce qu'en fait, justement, j'avais moins cette impression d'être en compétition avec tous ceux qui m'entouraient. Et c'est là que je me suis fait de vraiment bons amis, quoi. Mais du coup, ouais, on pourra en reparler plus tard. Du coup, bah... Alors, mes débuts en L1. Déjà, il faut savoir que, comme dit, je me suis réorienté, donc j'ai fait juste avant une école de théâtre.
Et donc moi, mon objectif de base en arrivant en LSPS, après avoir mis mes vœux sur Parcoursup, voilà, c'était me convaincre que cette fois je peux trouver ma voie et faire quelque chose, parce que j'ai un peu pris une claque dans la gueule avec mon école de théâtre, parce que c'était pas vraiment ce qui me correspondait finalement. Donc voilà, je me suis dit, je tente la L1SPS. Je me suis beaucoup informé pendant ma réorientation, je savais que c'était dentaire qui me correspondrait. Donc c'était mon objectif de base, c'était du coup réussir à avoir ma place en dentaire, c'était mes motivations. J'étais du coup en SDV, pourquoi? Parce que même si à côté de ça j'ai fait autre chose qui n'avait rien à voir avec les sciences, à la base mon bac était scientifique. Donc j'avais la science de la vie en spé, j'avais la physique et maths complémentaires. Bon bah ça m'a pas vraiment servi, c'est-à-dire que j'ai aucun souvenir des cours en arrivant, donc on me disait que c'était des rappels, moi j'avais un peu l'impression de redécouvrir ces cours, mais voilà. Donc mes débuts en L1 SPS, j'étais un peu, j'avais un peu hâte, j'étais optimiste, très stressé, c'est-à-dire que le premier jour où je suis arrivé en amphi, j'ai vu 400 personnes dans l'amphi, j'avais mal au cœur, c'était horrible. Première fois de ma vie que je voyais autant de monde dans une salle. Et donc voilà, il y avait ce côté-là où j'avais hâte de commencer quelque chose qui pouvait potentiellement me plaire. Et en même temps, un peu cette peur, cette pression, et un peu un changement de méthode un peu partout, mais on en reparle après. Donc voilà, c'était un peu mes débuts. Moi j'avais un peu une hâte un peu de reprendre quoi. Alors moi du coup je suis rentrée comme dit en L1 espace directement après le bac. Je savais depuis super longtemps que je voulais faire médecine, depuis le collège quand même j'avais cette vision là de la fac de médecine. Donc mes vœux Parcoursup c'était globalement 7 vœux, il me semble 7 parcours différents et 3 vœux au cas où, donc par exemple le droit, langue, etc. Et j'étais vraiment, comme Bettina l'avait dit avant, j'étais vraiment sur l'idée de faire psycho parce qu'en fait je me disais que ça pourrait me détacher de l'aspect scientifique. Alors certes j'ai fait des spé scientifiques et je me débrouillais en sciences, oui j'étais même, enfin j'ai toujours eu un excellent parcours scolaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je me suis pris une claque en L1. Mais du coup ouais, et j'ai toujours été assez polyvalente, donc je me suis dit la psycho ça pourrait m'intéresser, ça pourrait me détacher en fait du côté scientifique. Et du coup j'ai eu psycho, je suis entrée en psycho et j'avais fait le stage de pré-rentrée et c'est là que je me suis dit j'ai ma place ici. Dans le sens où il n'y a pas un seul moment dans toute ma scolarité en faculté de médecine où je me suis dit j'ai pas ma place ici. C'était plus d'autres sentiments, plus un peu du désespoir peut-être au fur et à mesure de l'année, mais je me suis jamais dit j'ai envie de laisser ma place ici, j'ai pas eu envie d'abandonner. C'est vrai que j'ai eu des moments où j'ai vu ça comme une défaite, des moments où j'étais super triste, des moments où ça allait pas quoi, mais jamais je me suis dit c'est bon je laisse tomber. Du coup ouais, j'avais toujours eu cette envie de faire médecine. Mon stage de pré-rentrée m'avait super bien motivée. J'étais avec plein d'amis à moi parce que je viens d'un lycée scientifique où la plupart veulent faire médecine. Donc j'étais pas sortie de mon environnement, même si à vrai dire je connaissais personne en psycho. Tous mes amis étaient en chimie. Donc ça m'a aussi un petit peu plombé le moral de temps à autre. Je me suis pas vraiment fait d'amis en L1 espèce à proprement parler, je traînais avec personne. En fait j'ai fait l'erreur de me dire que vu que je travaillais super bien sans réviser au lycée, j'allais continuer comme ça à la fac, ce qui n'est pas du tout le cas. À la fac, il y a forcément des moments où il faut réviser, quoi. Enfin, c'est vraiment le principe même de la fac de médecine. Et je n'avais pas ce principe. Je suis arrivée sans méthode de travail, rien à part mes rêves et ma motivation. Et ça n'a malheureusement pas suffi. Donc j'ai pas validé mon bloc santé, mais j'ai validé l'année parce que du coup la psycho m'intéressait quand même et j'ai quand même tenu bon. Et mais du coup, une fois arrivée à l'été et une fois que j'ai vu que j'avais pas validé le bloc santé et que j'avais pas mon année de L1 espèce, bah, je me suis juste sentie soulagée parce que c'était officiellement fini. Mon année, cet enfer était officiellement fini. Alors évidemment, j'étais triste dans le sens où j'ai pas eu mon année, j'ai pas réussi. Tous les espoirs qu'il y avait sur moi de la part de tous mes anciens professeurs, de tous mes camarades qui me disaient bon, c'est bon, tu réussiras en médecine, arrête de te plaindre. Tout ça, ça s'est écroulé pour moi. Mais j'étais pas. C'est compliqué à expliquer, mais j'étais pas dans l'optique d'abandonner et de me dire c'est bon, c'est fini pour toi. Donc j'étais juste super soulagée, j'ai profité de mon été, j'ai passé le permis, j'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé et j'ai repris la L2 et ça a été la meilleure année de mon moment. C'est pour ça que je dis que je suis pas forcément d'accord avec Florence, c'est parce que je trouve qu'en L2, on accepte plus le fait
d'être autant à vouloir passer. En fait, on a officiellement une étiquette en L2. C'est ce que j'aime bien expliquer quand je parle de L2. C'est qu'on est officiellement étudiant en quelque chose. Alors qu'en L1 espèce, vous êtes ni en médecine, ni dans votre parcours. Alors qu'en L2 option santé, j'étais officiellement en L2 psycho. Donc j'avais une étiquette sur le front. Et dans le meilleur des cas, j'allais obtenir celle que je voulais. Mais j'étais pas perdue, quoi. J'avais une place quelque part. Et puis du coup, mon année, elle s'est finie comment Alors c'est vrai que je suis quelqu'un de très pessimiste à la base, donc je pensais même pas valider mon année. Mais au final, j'ai eu maïeutique en grande admise. J'ai hésité, mais pas longtemps, parce que moi, c'était vraiment médecine ou rien. Donc j'ai fini par renoncer à cette place et je suis partie aux oraux et j'ai eu médecine. Donc ouais. Du coup, ouais, ça prouve que toutes ces constructions qu'il y avait autour de oui, la meilleure élève de la classe, elle réussira en médecine avec brio, etc., bah c'est vraiment que des stéréotypes et j'avais basé l'idée de mon année de L1 espèce dessus et au final, ça m'a pas vraiment, ça m'a pas vraiment aidé, au contraire. Et du coup, tu as dit que tu n'avais pas de moment de doute. Est-ce qu'il y en a entre vous qui ont senti un doute de je dois changer de parcours, je dois me réorienter? Mais je pense que tu peux pas ne pas avoir de doute. Enfin, moi, je sais pas, moi, j'arrivais pas à le concevoir. Pour moi, même douter du fait d'avoir sa place, ça reste un gros moment de doute. Moi, je sais que c'était un peu mon némésis, c'est-à-dire que j'avais trop peur à chaque fois de pas avoir les plats, enfin, de pas être assez bien classé pour avoir soit médecine, soit dentaire. Et donc, j'avais toujours ce côté où je devais à chaque fois aller voir quelqu'un pour en parler. Et du coup, nécessairement, c'était ma marraine du tutorat. Donc, bon, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les moments de doute, pour moi, tu es obligé d'en avoir en L1 SPS parce que ça te fait avancer. C'est en prenant conscience que t'es pas. En prenant conscience un peu que vous êtes tous dans la même galère, que tout le monde doute, que tu apprends à passer au-dessus de ça. C'est un peu ce qui m'a aidé. Et j'avais aussi une grosse erreur. D'ailleurs, les L1 SPS, vraiment grosse erreur à faire, afin de ne pas faire, c'est de se comparer aux autres ou de vouloir comparer avec les autres promos. C'est vraiment l'erreur énorme. C'est-à-dire que déjà, entre les promos, les notes deviennent différentes. Les statistiques, c'est pareil. Se comparer aux autres, même avec un autre individu, ça n'a rien à voir. On ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas comment il révise. Même s'il y a une image qu'on voit de lui à la bibliothèque, pour ceux qui vont à la BU, on se dit ouais, celui-là, il travaille trop, il me fait peur. Bah, c'est pas pareil, peut-être qu'il a une façon différente de travailler. Donc c'est pareil, se comparer aux autres, pour moi, ça a été mon gros moment de doute parce que c'est ça qui en fait m'a fait me remettre en question ma place, etc. Donc voilà, c'est un peu cette peur-là, mais comme dit, je trouve ça bizarre de ne pas avoir de moment de doute. Moi, les moments de doute, mais moi, ça a été tous les jours. Et encore aujourd'hui, écoutez-moi bien, encore aujourd'hui, en deuxième année de médecine, mais il n'y a pas un jour où je me dis, en vrai, je sais pas si c'est bon, si ça va le faire. Parfois, je sais même pas ce que je fais là, etc. Donc, limite, c'était un combat quotidien. Ça a été des moments de doute, des pensées d'abandon, mais même des moments de remise en question existentielle, quoi, où je me disais, mais en fait, le sens de la vie, finalement, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ouais, je me suis notée quasi pas une journée sans pleurer. Et pourtant, un jour, on se réveille, on est le 20 mai, et quels que soient les résultats, on l'a fait, quoi. Et en fait, on le voit pas trop passer au final, parce que même si les journées sont longues, à la fin, c'est ça, on se réveille et c'est terminé, on l'a fait. Donc, quasi sans s'en rendre compte. Du coup, je suis assez d'accord avec Naël sur le fait que les moments de doute, voire les pensées d'abandon, ça jalonne la L1 SPS et en fait, ça jalonnera pour certains nos vies. Et je pense que cette capacité d'auto-réflexion et cette forme de prise de recul, ça peut être une force plus qu'une faiblesse parfois parce que c'est aussi ce qui permet, en cas d'échec, même en cas d'incident ponctuel, de pas voir sa vie s'effondrer et juste de se dire c'est pas grave, il y a des plans B, ma vie ne se résume pas à ça puisque de toute façon je doute tous les jours que ce soit vraiment le sens de ma vie. Bon, ça devient un peu philosophique là, mais voilà, du coup... Après, je tiens à préciser que quand moi je dis que je doutais pas, c'est pas que quand je parle de ne pas douter, je parle vraiment de ma place en fac de médecine. Je veux dire, je me suis jamais vue faire autre chose. C'est vrai que j'ai d'autres... en fait, j'ai toujours eu des passions à côté. C'est pour ça que je parlais d'être polyvalente. C'est que il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Mais j'ai eu une seule vocation toute ma vie et ça a toujours été médecine, quoi.
Donc quand je dis que je ne doutais pas, c'est vraiment pour dire que je me disais vraiment que c'est vraiment médecine ou rien et que je me sentais bien dans la fac de médecine. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de doutes qui jalonnent toute l'année, dans le sens où tu vas te dire est-ce que je suis capable, est-ce que c'était les bons choix que j'ai faits, est-ce que j'aurais dû faire plus pour cette matière-là. C'est des doutes en fait je dirais que c'est des mini-doutes qui s'accumulent tellement partout que tu es forcément dans le doute. Mais le résultat final, moi, à partir du semestre 2, je savais que j'aurais pas médecine, j'étais assez lucide sur ça. C'est juste que je sais pas, c'est assez bizarre à expliquer, mais moi, c'était toujours, j'aurais médecine, que ce soit aujourd'hui, un jour ou un autre, c'est pas cette année, ok, d'accord. C'est horrible de se le dire, et c'est horrible de toujours se dire, ouais, j'aurais peut-être réussi ce CC si j'avais mieux révisé, j'aurais peut-être réussi mon année si j'avais mieux révisé au lycée même, mais en termes d'avenir, je veux dire, d'orientation, c'était toujours médecine pour moi. Moi, je reviens sur le fait d'avoir des doutes, comme tout le monde l'a dit. Personnellement, en fait, j'ai jamais douté du fait que j'ai le droit d'avoir ma place en médecine. Pour moi, c'était un rêve et j'avais très clairement fait comprendre à tout le monde que je ne ferais rien d'autre que médecine et que je ne me voyais que là-dedans. Alors, ça peut paraître très drôle et très sectaire sur l'aspect. Et j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui m'ont dit un jour, si ça passe pas, faudra penser à changer d'avis et faire autre chose. Et moi, je m'étais dit, niette, c'est pas possible, je peux pas, non, il y a que ça et je ne ferai que ça. Donc, quand j'avais fait ma L1, il y avait des moments où je me disais, mais bordel, mais j'ai choisi licence de maths, je me fais broyer dedans, mais littéralement. Et mais qu'est-ce que j'ai fait sur Parcoursup pour décider de choisir un truc pareil? Et je doutais sur ma licence de maths parce que je voyais très clairement que j'avais pas le niveau, que j'avais du retard parce que j'avais pas fait maths experte au lycée et que 95% de la promo l'avait fait. Sur ça, je doutais, mais par contre, sur mes résultats de maths et tout ça, mes résultats de santé, pardon, je vais pas dire que j'étais excellent, loin de là, mais j'avais des bons résultats et je me disais, c'est quand même vachement bête de rater son année sur des maths, alors qu'en santé, franchement, on s'en sort pas si mal. Et c'est pour ça que quand le second semestre est arrivé, que finalement au niveau des maths, je mettais beaucoup moins de stress, j'y allais un peu, c'était un peu les vacances, hein, le second semestre pour moi. Je pense que ça a été l'une des meilleures périodes de ma vie si j'analyse tout dans le complet. Finalement, en fait, je me disais, santé c'est fait pour moi, médecine je sais que c'était fait pour moi, je ne voyais nulle part d'autre, et là l'année elle va se découpiller de manière spectaculaire pour ma part. Finalement, non. Et en fait, quand je suis rentré en L2, je me disais maintenant il faut que je réussisse mon année. Alors j'ai toujours eu un côté flemmard au lycée, j'étais loin d'avoir les meilleurs résultats. Et quand j'ai fait ma L2, je me disais faut que j'ai quand même les résultats qui me permettent d'avoir les grands admis. Ma licence, donc la licence SPS, vu qu'elle était assez pluridisciplinaire, me permettait de toucher un peu toutes les matières que j'aimais et de compenser les matières où j'étais un peu moins fort, c'est-à-dire les maths du coup. Du coup, la fin de l'année, mon chargé de licence m'avait répété qu'ils en prenaient 8 ou 9. Et selon les classements qu'on s'était fait dans la classe, j'étais 6e ou 5e à la fin de l'année. Donc j'étais très content et quand les résultats sont tombés, j'ai pas eu les grands admis, j'ai eu les oraux. Et là, c'est la première fois que j'ai désespéré, que je me suis dit jamais je n'aurai médecine. Que c'était fini pour moi parce que je me souvenais très bien de l'image que j'avais eue des oraux la première fois que je les avais fait. Je suis un fleur bleue dans l'âme et c'est typiquement ce qui, je pense, m'a fait pécher pendant mes oraux. Et donc là, vraiment, je me suis dit non, c'est fini. En même temps, je me remettais d'une rupture, j'étais rentré en catastrophe de Toulouse, j'avais dépensé tout mon argent pour pouvoir changer mon billet. Voilà, c'était l'horreur. Il me restait peut-être 9 jours pour réviser les oraux. Et là, je me suis dit, vraiment, je suis cuit. Je suis arrivé aux oraux, j'ai écouté mon père, pour une fois, j'ai mis un costume. Ça m'a peut-être aidé, qui sait. J'ai passé mes oraux, les questions étaient... j'ai jamais vu des trucs pareils. J'ai eu énormément de cas cliniques à analyser. Moi, je réponds avec le petit L2 que je suis, qui ne connaît rien à médecine et qui ne sait pas comment faire. Donc, je réponds avec la plus grande sincérité que j'avais. Et en fait, les oraux sont finis. Je me dis, c'est fini. J'avais préparé mes parents sur le fait que j'aurais pas médecine. Ma mère le savait très bien. Je l'avais préparé sur le fait que j'aurais pharmacie. Et je ne critique pas pharmacie, mais c'est pas ce que je voulais. Et les résultats tombent. Et là, c'est la première fois que je me suis dit, putain, j'ai douté de moi. Pour la première fois dans ma vie, j'ai douté de moi alors que j'aurais peut-être pas dû. Parce que j'ai lu les résultats, j'ai raté médecine. Et merde, donc là, explosion de sanglots.
Et puis je me dis, c'est quand même pas possible, après tous les 2 ans que je me suis fait, je me suis passé à m'arracher les cheveux pour essayer de l'avoir. Je regarde mon ordinateur et je me dis, mais attends, mais ADAC, c'est pas non admis, c'est admis en médecine avant choix, quoi. Et en fait, là, je me remets à pleurer, du coup. Mon père était très content, et comme un gros papa, il ne sait pas montrer ses émotions, donc il essaie il essaie d'être content avec moi. Et quand j'ai annoncé à ma mère m'a fait mais attends, mais tu me fais une blague, c'est pas possible. Et elle était avec mes sœurs, elle n'y croyait pas parce que bah, pour elle, ouais, j'avais pharmacie, j'avais programmé sur ça. Et bah, elle était très contente que je l'ai, mais pareil, elle s'y attendait pas. Donc oui, comme l'ont dit les autres, le fait de douter, c'est quelque chose qui est normal, c'est humain. Le fait de pas douter, c'est peut-être un excès de confiance que j'ai eu en première année et qui, bah, du coup, s'est pris une grande claque à la fin. On a le droit de pas douter, on a le droit d'avoir des rêves, mais faut se dire au bout que bah, finalement, voilà, l'année est commencée, d'une manière ou d'une autre, elle s'arrêtera, et finalement, on n'a rien à perdre. Si tu veux, tu peux glander devant Netflix tout le reste de l'année, mais honnêtement, c'est pas donner un sens à sa vie, enfin, c'est le point de vue que j'en ai. Et donc, du coup, finalement, bah, essayer de donner son maximum parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire de mieux du reste de son année. Et bah, je me dis que finalement, c'est pas une si mauvaise idée, quoi. Je voulais juste le rejoindre sur le fait de douter quant aux résultats des oraux. Du coup, la première année, vu que j'avais pas validé le bloc santé, j'étais pas admissible. Mais la deuxième année, j'ai eu maïeutique en grande admise. Et c'était compliqué comme choix, dans le sens où j'étais persuadée de faire médecine. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette part de soi qui se dit, imagine, tu laisses ta place de GA et tu vas aux oraux et t'as toujours pas ce que tu veux. Donc franchement, j'ai pas hésité longtemps, hein. J'ai juste regardé mes résultats et je me suis dit non, c'est bon, tu pensais même pas valider ton année, donc fais genre que t'as pas eu grande admise, tu vas signer ton papier à la fac et tu leur dis gardez votre place en maïeutique. Et puis il y a ma mère qui est rentrée dans la pièce et qui m'a dit je me suis renseignée pour maïeutique, au final une sage-femme ça peut faire plein de choses. Parce que du coup je voulais faire gynéco-obstétrique et forcément à côté. Et là c'est vrai que je me suis dit bon c'est mignon, mais ouais donc vous avez le droit, c'est vrai comme il l'a dit Florent, de douter, enfin c'est tout à fait normal, mais sachez qu'il y aura peut-être aussi ce choix qui s'imposera à la fin de l'année de soit vous donner une deuxième chance à vous-même, soit potentiellement de faire le choix de sacrifier en fait tout simplement ce qu'on vous propose pour aller plus loin. Ça c'est entièrement quelque chose qui vous reviendra à vous et moi je pense qu'il est plus important de se dire qu'il faut tenter ce qu'on nous propose et voir ce que ça donne. Parce que moi je regrette absolument pas, au final j'ai eu ce que je voulais faire depuis le début et ça prouve qu'au final avec du travail vous pouvez aller n'importe où. Moi, je me permets juste d'évoquer ma situation parce qu'elle est encore différente de vous deux. Dans la mesure où, du coup, en L1, j'ai validé de justesse, mais j'ai tout validé. Enfin, je veux dire, j'ai été éligible aux oraux, c'est ça que je veux dire. Et les oraux ne m'ont pas broyée. Du coup, moi, j'ai vécu encore quelque chose de différent, c'est-à-dire la déception de se dire que c'est pas passé loin, quoi. J'ai pas eu les notes qui suffisaient pour remonter mon contrôle continu, mais honnêtement c'était correct, voire bon, et du coup j'ai eu cette déception en plus de me dire bah mince, c'est pas passé, mais c'est pas passé loin, quoi. Et du coup je suis arrivée en L2 dans un tout autre état d'esprit encore, en me disant bah là c'est la der des der, quoi, et je pense que j'ai un peu un syndrome de l'imposteur aussi, peut-être par rapport au bac que j'ai pu faire, où bah, moi j'ai découvert ce que c'était un atome en L1, quoi. Avant ça, en toute honnêteté, j'en avais aucune idée. Et du coup, je pense que j'ai un peu développé ce truc de non, mais en vrai, moi c'est des coups de chance, non, mais moi j'ai de la chance, non, mais en vrai c'est des QCM, ça se joue à rien, mais c'est du pif, c'est du hasard. Et encore aujourd'hui, j'ai l'impression parfois que je suis là grâce à un alignement des étoiles, quoi. Et ouais, du coup, ça m'a pas aidé de me retrouver dans cette situation fin L1, de me dire, bah, j'ai pas rien, hein, j'ai mon vœu 3, à savoir kiné. Je vais pas le prendre parce qu'il me reste une chance que j'aimerais saisir, mais voilà, je sais pas trop quoi faire de cette information, quoi, parce que bah, j'ai pas de quoi être vraiment trop déçue. Enfin, ça m'a embrouillée, quoi, j'ai pas réussi à faire la part des choses et tout, parce que j'avais cette espèce de goût d'inachevé, bah toi tu vaux telle note et apparemment pas plus, mais pas moi non plus, enfin c'était très très étrange, donc voilà, du coup je tenais juste à évoquer ce troisième cas de figure où ça peut aussi se passer ni exceptionnellement bien
ni exceptionnellement mal, juste pas suffisant, mais ok quand même. Enfin voilà. C'est super dur à combattre ce sentiment et je pense que ça mérite qu'on s'attarde dessus des fois pour se poser et se dire qu'au final, on travaille quoi. On travaille tous à chacun de notre manière et puis là où j'ai des facilités, enfin là où les autres ont des facilités, j'aurai des difficultés. Ça se compense comme ça quoi. Ouais, du coup, ne pas l'avoir, cet sentiment, c'est Ouais. normal aussi. J'ai vu un truc, je sais pas si vous savez, la joueur de rugby Ilona Maher, une américaine, mais du coup, on a demandé en entretien si elle a déjà senti le syndrome de l'imposteur parce qu'elle a commencé le rugby à genre 17 ans et là, elle joue toujours aux Olympiques, elle est fameuse pour le rugby et bah du coup, elle a dit non parce qu'elle s'est dit j'ai travaillé, du coup, je mérite. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent, qui juste, pour, comme tu as dit, pour elle, c'est le travail. Et du coup, elle a travaillé, donc elle mérite. Moi, je pense que mon vrai syndrome de l'imposteur, cette remise en question tout le temps, moi, c'est en théâtre que je l'ai vraiment eu. C'est parce que je me suis rendu compte que le théâtre, en fait, même si j'adorais ça, j'ai fait 9 ans de théâtre derrière, hein, donc j'en ai vécu. Même si j'ai fait des auditions, qu'ils ont pris 10 personnes sur 300, 400 et tout, quand j'y étais, j'avais l'impression que c'était pas mon monde, genre. Et vis-à-vis de ça, en plus de ça, c'est un peu horrible, hein, mais c'est une question d'ego, mais en fait, dans ma famille, vu que j'étais le seul qui avait fait un bac scientifique, tout le monde disait oh, lui sera docteur et tout, j'avais ce côté où j'étais en mode mais je viens de gâcher un bac scientifique là. J'arrive, je fais du théâtre alors que à côté de ça, on m'a toujours dit ouais, lui il va avoir de grandes études. Et donc en même temps, à côté de ça, je remettais ça en question quoi. Bah moi c'est marrant parce que c'est l'exact inverse. Moi je suis full littéraire au départ et mes parents le sont, etc. Et même c'est ce que j'ai fait au lycée, c'est ce que j'aime au fond. C'est limite ce pourquoi je fais médecine, c'est pour y trouver la part d'humanité au niveau pratico-pratique. En fait c'est pour le côté rédactionnel, rédiger des observations, etc. C'est ça qui m'intéresse plus que de chercher des dosages dans des prises de sang, etc. Donc j'ai toujours rationalisé avec ça. Et c'est marrant parce que du coup, moi, on m'a toujours dit c'est dommage, t'aurais pu faire une prépa littéraire ou écrire un livre ou faire du théâtre ou que sais-je. Et c'est moi qui me suis dit, non, mais en fait, au fond, c'est ça que je veux faire et tout, c'est là-dedans que je vais trouver du sens. Donc c'est fou comment les visions familiales peuvent, et de l'entourage peuvent impacter finalement notre vision de nous-mêmes et ce dans les deux sens. De ah bah tu feras un docteur ou à contrario c'est dommage t'aurais fait un bon écrivain ou je sais pas quoi. Donc ouais voilà c'est marrant, c'est l'inverse. Mais en fait je pense que une fois que t'as là ça va être un peu mon point de vue à moi mais vraiment très subjectif, c'est à dire que étant donné que moi là même si je vais pas parler de second choix, c'était un peu ma deuxième chance, même si c'est un peu bizarre de dire ça parce que maintenant je considère que c'était la meilleure option pour moi. Mais sur le coup, t'es un peu dans le truc où tu te dis, bah c'est ta deuxième chance, t'as fait autre chose à côté, ça n'a pas marché. Et en fait, il y en a un à L1 SPS, c'est leur première chance. Et je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte, mais ça se trouve, c'est pas ce qui vous plaira au premier abord. Et je pense que ce recul, tu peux l'avoir soit quand tu as eu à côté de ça des expériences à côté de gens qui ont vécu ça, ou sinon, enfin, tu le remarques pas. Peut-être les gens se mettent trop la pression en se disant ouais, j'ai que ça, alors que non, à côté vous avez un champ de réorientation si ça vous plaît pas. À côté de ça, vous pouvez peut-être essayer de faire une L2, pareil. En fait, il faut pas se dire que la L1 c'est la seule option. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on n'a pas en tête. C'est comme j'en avais parlé aussi pendant mes présentations du tutorat. C'est-à-dire que une fois que tu as eu à côté de ça une réorientation, tu n'as pas la même optique que quelqu'un qui arrive en L1 après le bac. Toi, tu sais, tu as vécu ton échec et du coup, tu le vis un peu, tu l'abordes différemment ton entrée en L1. Tu te dis, bah, à côté de ça, j'ai raté ça, j'ai perdu un an, bah en vrai, bah, je tente autre chose. Enfin, si je peux perdre 2 ans, moi, la sensation de perdre un an, je l'ai déjà eu. Donc, je sais pas, c'est comme si tu avais déjà sacrifié quelque chose derrière et du coup, tu partais d'un autre pied, d'une autre optique. En fait, là où Naël expliquait que bah, du coup, lui avait fait une année, avait raté, entre guillemets, hein, parce que c'est jamais raté, hein, on apprend toujours de ce qu'on fait auparavant. Bah, en fait, je trouve que justement, le fait de rater une année ou de se réorienter, en fait, on brise ce truc-là de se dire que bah, toutes nos études depuis la maternelle a été très linéaire, c'est-à-dire qu'on rentre en maternelle, au CP, C20, et puis en fait, ça se continue, ça se dégoupille hyper naturellement, et puis en fait, on réfléchit pas trop, on prend la vague et on se laisse border par celle-ci. Et ben en fait, le fait de briser ce mythe-là de il faut tout réussir d'un coup, il faut continuer, que ce soit cette même ligne droite que tu as commencé depuis la maternelle, et ben en fait, une fois que tu as passé ce cap-là de bah en fait, je fais ce que je veux de ma vie, et puis bah, s'il faut 10 ans pour que je fasse mes études, ou que je me réoriente 6 fois pour trouver ce qui me plaît,
et bah en fait tu te lâches une énorme masse sur les épaules que bah justement l'entourage peut te mettre en te disant bah faut que tu réussisses maintenant parce que la jeunesse c'est court et il faut en profiter. Et bah non en fait justement la jeunesse est là. Donc c'est parce que t'es jeune que justement on profite-en et découvre plein de choses et puis si ça marche pas, on s'en fout hein, et puis on découvrira autre chose. Non, par pour le après, coup, ce c'est sera vraiment bien comme très ça. très vrai. Et là, c'est bien que tu le. Parce que après, même là, en l'entendant, tu vois, j'ai l'impression de re-réfléchir à ça. En fait, il a raison, il y a une prise de conscience où on se dit euh, bah, j'ai vu des gens réussir dans ce domaine-là, mais pourquoi moi je voudrais faire ça? Enfin, je sais pas comment l'expliquer, comment. En fait, il faut vraiment. C'est vraiment un point de vue hyper compliqué à voir, mais là, il y a 1500 élèves en L1 SPS. Il faut se dire que ça se trouve, eux, c'est l'inverse de moi, c'est-à-dire que la médecine, c'est la chose qui leur plaira pas. Donc voilà, donc c'est ça, c'est qu'il faut pas se dire on se bat pour un concours parce que je veux cette place, parce que ça se trouve, au fond de toi, tu sais pas si c'est vraiment ce que tu veux. Et par rapport à ce que Florin a dit sur les freins et les moteurs, je pense que l'important c'est pas forcément de trouver des personnes qui vous soutiennent absolument dans quelque chose, c'est de trouver des personnes qui vous soutiennent quoi qu'il arrive en fait. C'est surtout ça. Et je pense que c'est ça qui fait d'un moteur un moteur. C'est quelqu'un qui vous met pas la pression de vous dire qu'il vous soutient dans le fait d'accéder aux filières MMOPK, mais quoi qu'il arrive, il vous soutient dans le fait d'avoir cette démarche et si ça se passe mal, de trouver la force de vous réorienter et de faire quelque chose qui vous plaise et qui vous corresponde. Et bah moi j'ai beaucoup de chance, ça a été mon cas. J'ai connu des gens qui m'ont soutenue dans cette démarche-là, mais j'ai pas apprécié le fait qu'on m'encourage à devenir médecin absolument. Ça m'aurait mis de la pression plus qu'autre chose, et il y en a eu, comme toujours, des gens qui expriment leur soutien et leur fierté de cette façon, mais en fait, évidemment que ça peut être pressurisant quand on doute, comme on l'a dit tous les jours, de ce qui va arriver. Donc je pense que le plus important, c'est de s'entourer de personnes qui vous disent, en vrai, quoi qu'il arrive, tu vas retomber sur tes pattes et je serai là et je te soutiendrai. Et ça peut passer par plein de choses. Alors, si on a de la chance, ça peut être des parents qui vous soutiennent financièrement, etc. Mais même de savoir s'entourer, même en L1, en fait, avec des gens qui ne vous définissent pas par votre L1. Ni par la suite de vos études en MMOPK si elles ont lieu, mais par en fait la personne que vous êtes et juste vos motivations, votre détermination à ne serait-ce que vous lancer dans le processus. Mais en fait, justement, moi j'ai eu le droit à mon soutien et mes détracteurs, dans le sens où j'avais mes parents et mes copains, qui étaient du coup les deux opposés. Les copains qui étaient là pour dire bah, tu réussiras médecine, on sera tous ensemble, on fera notre grand cabinet plus tard. Et puis mes parents qui, bah, j'étais content de ne pas les voir. Et je rentrais le moins possible chez moi pour justement éviter de croiser leurs regards et justement d'avoir les attaques insensées qu'ils me faisaient en permanence. Mais justement, en fait, bah, ce fait d'avoir ces détracteurs-là, et bah, ça permet, en tout cas pour moi, d'en faire une force. Et c'est super important de se dire qu'il y a des gens qui ne vous soutiendront pas. Et bah, justement, en fait, on s'en fout complet. Hein. Moi, je suis persuadée de ne pas avoir pu réussir. Enfin, si j'avais pas eu l'entourage que je me suis fait en L2, je ne serais jamais passée en P2. Et j'en suis persuadée, je vous le dis le plus honnêtement possible, hein, je me suis fait des amis en L2 que je voyais déjà en L1, hein, mais avec qui je suis devenue amie en L2. Et ces gens-là m'ont tellement apporté, ils m'ont apporté du soutien moral, ils m'ont apporté du soutien psychologique, ils m'ont apporté du soutien même physiquement, dans le sens où, par exemple, j'avais des matières à rattraper, et j'avais des amis à moi qui ne les avaient pas à rattraper, du coup, et elles m'envoyaient les cours que je ratais en psycho en L2 parce que j'étais occupée à réviser la santé que je devais rattraper. Pour moi, c'était même plus une compétition, c'était on passe ensemble. Ouais, c'est plus l'entourage qu'autre chose. Et puis, j'ai rien changé à ma L1 SPS à part ça, et le fait de me forcer à travailler du coup parce que pour le coup j'étais un peu dans mon optique de c'est ma dernière chance même si j'avais pas grillé d'admissibilité en L1. Mais je pense que l'entourage, c'est la chose qu'on néglige beaucoup en L1, c'est-à-dire que c'est un concours et on va se dire bah ouais, mais attendez, les autres ils veulent à côté, ils veulent la même chose que moi, faut que je me batte pour ma place. Et moi je reviens là-dessus parce que c'est pareil, enfin, même si mes amis voulaient soit les mêmes filières que moi, soit. Enfin, on révisait ensemble, on apprenait ensemble. Et je trouvais ça trop bien parce que on arrivait à être sérieux ensemble et quand fallait se détendre, bah on se détendait quoi. Ça allait à la BU réviser, mais à la pause de 16h c'était un carnage. Mais on s'amusait, on rigolait parce que on avait besoin de sourire, d'un peu tout ressortir quoi. Et du coup là c'est intéressant d'en parler parce que l'entourage on le néglige beaucoup, on se dit
ouais, faut rester sérieux, faut que je reste dans cette optique de réviser, travailler. Et je vous jure que des fois, s'écarter de ça, ça fait trop du bien pour revenir après plus sérieusement. C'est-à-dire que là, si par exemple vous faites 3 semaines d'acharnement, mais un jour de repos, c'est mérité. C'est un peu, je donne un exemple, c'est un exemple que je donne, mais ce que je veux dire, c'est que un jour vous arrêtez pour reprendre ensuite, ça vous fait tellement de bien. Et c'est pareil du coup avec l'entourage. C'est des fois, il faut savoir se détendre, relâcher un peu, aller courir avec des amis, je sais pas, mais pour ensuite reprendre ça plus sérieusement. Faire le tuto running, Le exactement. tu t'amuses. Alors moi j'ai fait une petite liste un petit peu concrète des méthodes, des choses, des habitudes qui m'ont aidée. Et alors je vais être encore plus radicale que ce que tu viens de dire Naël. Ça peut paraître fou, mais je pense que la L1 SPS c'est suffisamment dur comme ça pour ne pas se priver. Et en fait je me privais pas quoi. Je veux dire quand j'avais envie de faire quelque chose, je me débrouillais pour le faire, quitte à bosser plus derrière, je sais pas, je rattrape, enfin je me débrouille. Mais je m'impose pas des privations, je me crée pas de la frustration par-dessus quelque chose qui est déjà difficile. Donc, je voyais mes copains, je faisais 1, 2, parfois 3 sorties par semaine. Je regardais beaucoup de séries. Alors, j'ai regardé mes meilleures séries pendant la L1. Tous les soirs, j'avais mon petit rituel. Je regardais un épisode d'un truc et tout, donc j'ai regardé beaucoup de séries. Alors ça, c'est un cas de figure précis, mais si vous avez des animaux de compagnie, moi je sais que ça m'a apporté beaucoup de joie d'être entourée de mon petit chat qui a fait médecine avec moi. Il est très, très méritant. Franchement, si vous en avez, profitez-en parce que c'est de la joie et de la positivité et de la douceur illimitée. Même les gens qui ont des chiens et tout, le fait d'aller les sortir, moi je suis limite à ça de prendre un chien parce que je me dis ça donne grave un rythme de vie. En L1, on peut passer des journées, parfois des semaines, sans sortir de chez soi si on va pas à la fac, etc. Qu'on fait que les cours sur pod et tout. Et je me dis, pour les gens qui ont des chiens, ça fait vraiment une discipline, une autodiscipline et qui est bénéfique de se dire tous les matins, tous les soirs, je le sors ne serait-ce que 10 minutes, mais je passe du temps avec mon chien et même pour moi c'est bon, je sors, je vais faire un tour et tout. Enfin, si des gens ont des chiens, honnêtement, c'est l'occasion de s'impliquer dans leur sortie parce qu'en vrai ça vous fera du bien aussi. Après j'ai noté la musique, dès qu'on a un moment la musique, moi je sais que ça a été un moyen de m'évader un peu et de relâcher parfois, selon ce que vous écoutez, mais ça peut vous faire du bien, vous procurer des émotions très positives aussi et être un soutien. Et après évidemment il faut prendre soin de soi pour booster sa confiance en soi, je veux dire ne serait-ce que psychologiquement mais même physiquement et tout, je sais pas si ça vous fait plaisir de vous faire une petite manucure, faites-le, allez chez le coiffeur, allez faire je sais pas quoi, achetez-vous des fringues, que sais-je, mais franchement prendre soin de soi c'est le meilleur levier pour se sentir bien, avoir confiance en soi et justement essayer de repousser ce truc de l'imposteur et ses doutes, etc. C'est tout bête mais ça part de là. Pour revenir sur ce qu'elle a dit, c'est-à-dire la manicure si vous voulez, le coiffeur, etc. Mais ce que je veux dire c'est que cette routine qu'on a de base avant la LSPS, faut pas entièrement l'enlever parce que même si on le voit pas sur le coup, sur le long terme, on va s'enfermer dans un truc où on va se dire mais j'ai changé, je fais plus ce qui me plaît et tout. Et même si sur le coup on remarque pas, c'est bien de le prendre en compte parce que notre corps va changer physiquement ou pas, même la santé mentale va changer et donc on va avoir l'impression que c'est la LSPS qui nous a infligé ça, alors qu'en même temps c'est le fait d'avoir relâché les choses qui nous plaisaient derrière. Donc voilà, et essayez aussi d'être bien entouré, mais en même temps de ne pas lâcher votre routine et votre quotidien, tout simplement. Moi j'avais différents trucs comme ça, j'avais un copain qui était en STAPS, et donc lui pendant qu'il allait bosser justement ses examens de sport, en allant faire du bloc, en allant à la piscine, moi je l'accompagnais, et puis en fait moi je m'amusais, pendant que lui il bossait pour essayer d'avoir une bonne note, moi je prenais du bon temps. Donc j'allais faire du bloc avec lui, j'allais à la piscine avec lui, on faisait des longueurs ensemble. Alors il me battait de très loin, mais au moins je m'amusais. Et quand je le battais, j'étais enfin content parce que lui qui faisait une licence rien que pour ça, moi je le battais alors que c'était qu'un loisir. J'ai découvert comme ça le mercredi run, qui est une alternative possible du tuto running si vous n'êtes pas disponible le lundi, qui est très bien aussi. Dès que j'ai commencé ma L1, j'ai entamé un journal que je ne sais pas si j'ai dans mon sac, mais très, très certainement. Un journal que je tiens encore aujourd'hui, que je remplis un peu moins, mais que je tiens encore, qui m'a permis de coucher sur le papier beaucoup des pensées que j'avais, qui étaient un peu parasites pendant mes longues journées de révision en fait. Et puis pareil, si je peux pas voir les copains, parce que
il fait froid dehors quand même, j'ai pas envie de me peler les miches en sortant de chez moi. Et il y avait la IBU du tutorat où je me suis fait 90% des copains que j'ai maintenant, qui sont en L1, en L2 ou en P2. Et ça me permettait voilà, de voir des petites bouilles toutes contentes de réviser, des fois pas trop, mais bon, c'était sympa, au moins on pouvait rigoler avec eux. De faire une pause, d'envoyer des messages, ainsi de suite, de se faire des petites blagues. Je me souviens que voilà, on faisait des sessions révision de 22h à 3h du mat, c'était n'importe quoi, vraiment une hygiène de vie déplorable, mais au moins on révisait en s'amusant. Et donc voilà, en fait, il y a tout cet autour qu'on pense négliger, parce qu'on se dit il faut réviser, en fait, il faut préparer les examens, et qui finalement, en fait, si c'est négligé, les révisions, ça se passe pas. Donc ouais, c'est un truc hyper important quand on est en L1, de se dire que je suis moi, je dois faire mes examens, je dois réviser, mais je suis aussi quelqu'un qui n'est pas qu'en médecine. Ma vie ne tourne pas qu'autour de ça, et je dois apprendre à lier tous les plaisirs que j'ai au quotidien, que j'avais avant et que j'aurai après ma L1. Si ça peut vous rassurer d'entendre ça, moi je suis quelqu'un j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, déjà parce que vous savez, je pense qu'avec l'âge on dort beaucoup moins, c'est forcément ça. Mais en tout cas, du coup, ouais, je me couchais tard, je révisais pas forcément jusqu'à tard, des fois je me couchais tard par plaisir ou juste parce que j'arrivais pas à dormir, donc j'allais sur YouTube, bref, voilà. Et donc ça m'arrivait de me lever plus tard, d'aller plus tard à la BU, de réviser plus tard chez moi. Donc faut pas se dire non plus les horaires c'est 8h, 23h à la bibliothèque. Là c'est pareil, c'est de la surcharge, ça marche pas. Je déteste cette phrase et vous allez l'entendre tous les jours, mais la L1 c'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà. Vraiment c'est la pire phrase, on n'aime pas l'entendre, mais quand on l'a passée, on aime bien la dire. Mais du coup oui, attention aux horaires, vous basez pas sur les autres. Essayez d'avoir juste en fait votre routine et votre organisation. C'est votre temps, c'est à vous de faire votre emploi du temps et c'est à vous faut s'y coller, faut s'y habituer et c'est ça qui vous rend bon en fait tout simplement. Pour parler des choses que j'ai changées dans l'année, par exemple, ça en faisait partie. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plein de gens qui faisaient des emplois du temps. Moi, je suis quelqu'un que de base, je suis pas organisé, mais j'ai fait l'effort d'avoir un agenda et de marquer chaque jour les cours que je voulais relire. Donc, il y a ce trou, je mettais UE1 aujourd'hui, UE2 aujourd'hui. Et même si je marquais que ça, c'était très simpliste, juste le fait à la fin de la journée de surligner, de voir que j'avais avancé, que j'avais lu mes 3 cours que j'avais prévus, ça vous fait quelque chose. Parce que si on fait pas ça, on va se dire ah punaise, j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai mal bossé. Et vous allez toujours avoir ce réflexe-là en L1, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de pas assez bosser. Alors que juste le fait de marquer ça, de vous l'écrire sur un papier, vous voyez votre avancement. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec toi et quand je disais tout à l'heure ne pas se priver, bon je parle pas non plus de partir 3 semaines à Ibiza quand ça vous chante quoi, on sait tous que c'est pas factuellement possible en L1 mais typiquement, alors moi déjà j'ai pas mis un pied en BU de la L1, moi je suis pas une BU personne, j'ai intégralement bossé chez moi, toute seule dans mon coin pas forcément mais en tout cas chez moi je sais que la BU je faisais un blocage total et tout. Et c'est pas grave, on peut aussi l'admettre, on n'est pas obligé de faire comme si ça n'existait pas, mais clairement juste ça me stressait, ça me mettait la pression de voir les gens travailler, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, supprime cette source de stress, ne t'impose pas ça, bosse chez toi tranquille. Et du coup, oui, il y a des jours avec, où on va démarrer à 8-9 heures, peu importe, et se faire une bonne journée de travail, et il y a des jours sans, et parfois il y a 2 jours sans d'affilée, parfois 3, parfois une semaine quand on est malade, etc. Et c'est pas grave quoi. Je veux dire, se mettre la pression par rapport à ça par-dessus, ça sert à rien. Le seul truc, c'est essayer de se raccrocher aux choses qui nous motivent pour essayer de retrouver un rythme et tout. Mais c'est complètement normal d'avoir régulièrement des jours sans où juste ça marche pas et il faut faire avec. Et du coup, moi, je sais que je suis pas non plus du matin. Bon, le problème, c'est que je suis pas trop du soir non plus. Donc, j'essaie de bien condenser mes journées en journée, quoi. Mais le tout sans négliger mon sommeil et tout. Et franchement, suivez votre cycle, la façon dont vous fonctionnez. Si vous n'êtes pas du matin, ça sert à rien de vous lever à 6h et de rien faire jusqu'à 10-11h si vous n'êtes pas du matin. Adaptez-vous, à votre propre fonction. Mais ouais, je pense qu'il ne faut pas s'imposer des choses qui collent pas forcément pour nous. Et si vous n'êtes pas du matin, bossez le soir. Si vous n'êtes pas du soir, bossez le matin. Et si vous n'êtes aucun des deux, condensez ça dans votre journée, ça le fera quoi. Je voulais aussi, du coup, à la
Elle a vraiment raison sur le coup. Si vous voyez que ça ne marche pas, ne forcez pas. Et inversement, si par exemple vous voyez que le dernier épisode de votre série, il est sorti et vous faites que de penser à ça toute la matinée et que vous n'arrivez pas à réviser, franchement, autant le regarder. Mais et puis, regardez-le, grave. mais voilà, Oui, si vous pensez toute la journée au fait que vous allez rater l'anniversaire de X parce que vous avez vraiment envie d'y aller, mais que vous devez réviser parce que dans votre agenda il y a marqué J+4 de, je sais pas, la biochimie, allez à l'anniversaire. Franchement, vous allez faire que d'y penser, vous allez pas être efficace. Enfin, franchement, moi, personnellement, j'écris beaucoup. Et des fois, j'avais des idées qui me venaient, mais je voulais absolument les écrire, mais je savais que si je me coupais là dans mon travail, j'allais pas le finir. Sauf que ça me sortait pas de la tête, donc j'étais absolument pas productive. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais franchement de côté les cours que je révisais actuellement pour enfin me débarrasser de ce que j'avais dans la tête, parce que ça part pas sinon. Et faut se l'admettre au bout d'un moment, quand ça veut pas quoi. Donc que ce soit en termes de révision, parce que vous n'arrivez pas à travailler la nuit, bah arrêtez de travailler la nuit parce que c'est pas en vous forçant que vous allez y arriver. Et inversement, si vous voulez absolument regarder un film qui vient de sortir au cinéma avec vos amis et que vous n'arrivez pas à penser autre chose et qui sera plus au cinéma après les partiels, ça sert à rien de se dire toute la journée j'aurais dû y aller, autant y aller et ensuite réviser quoi. On n'est jamais à 2 heures près. Oui, franchement. En vrai, moi, c'est ça que j'ai appris de la L1. 2 heures, c'est quoi à l'échelle d'une année? On n'est jamais à 2 heures près. Quoi. Mais franchement, même c'est une pas journée. un film de 2 heures qui va vous faire échouer votre année. Enfin, si votre année, elle tient à ça, c'est bien souci. faut s'inquiéter, quoi. Vraiment, on n'est jamais à 2 heures près. Une semaine, je sais pas, mais on n'est jamais à 2 heures, une journée près, franchement. Ouais. Ouais, il y a un juste milieu un peu procrastinatoire, c'est-à-dire que faut savoir se dire, je peux prendre ces 20 minutes pour regarder, enfin 30 minutes, 45 minutes pour regarder mon épisode et après rebosser, plutôt que... Enfin, c'est vraiment deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il faut prendre, on peut se permettre de regarder un épisode, mais faut pas non plus regarder toute la série après, quoi. Et en fait, là c'est ça, c'est un souci de distinction, c'est-à-dire que faut savoir ne pas trop procrastiner et faut savoir en même temps se remettre à la tâche. Et donc là, elle a parlé des BU, le fait qu'elle puisse pas du tout. Je sais qu'inversement, il y en a plein, dont moi, où voir des gens travailler, c'est ce qui me motive. C'est-à-dire que chez moi, je suis incapable de travailler, je vais juste manger. C'est-à-dire que je ne peux pas bosser chez moi. Et en fait, ce côté-là, faut le voir aussi parce que des fois, on n'a pas envie d'aller à la BU, pas parce qu'on a peut-être peur de cette pression ou autre chose, mais il y en a certains, ils n'ont pas envie d'aller à la BU parce qu'ils ont la flemme. Et je vous assure qu'une fois, se mettre une bonne claque et aller à la BU, vous allez voir, vous allez bosser 3 heures, ça va le faire. Donc là, c'est peut-être pas le cas de Bettina, c'est clair, je suis d'accord avec elle, mais c'est bien de le prendre en compte et de se dire, des fois, on a la flemme d'aller à la BU. Et ça, c'est différent. Parce que la flemme d'aller à la BU, si on arrive à la battre, et bah, on va se dire, bah, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'y suis allé, ça m'a fait chier, mais sur le coup, j'y étais, j'ai bossé. Et le mot discipline, c'est le mot parfait. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, je pense, en NSPS. Pendant que vous vous habituez à ce changement, à accepter le fait d'être en L2 ou à se réorienter, c'était quoi vos grands défis dans cette remontée pour arriver à votre objectif de médecine ou de dentaire? Alors, je pense que moi, déjà, c'était me convaincre que je peux y arriver. C'est-à-dire que je sais plus si je l'ai déjà dit, mais en tout cas, j'y ai pensé avant, tout à l'heure, quand les autres parlaient. C'est-à-dire qu'en arrivant, on a un peu cette envie, après s'être réorienté, de se convaincre que ça y est, c'est notre place. Ça se trouve, j'aurais pu me réorienter à nouveau une troisième fois, ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il y a ce côté où on arrive et on se dit, bah, cette fois, je vais tout faire pour voir si c'est ça qu'il me faut. Donc là, c'est le premier, c'est un peu le premier défi qu'on se donne quand on se réoriente, en tout cas moi personnellement, c'est-à-dire qu'on part sur une optique où là, on va se battre pour voir si c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'avant je disais que pour moi, les gens qui se réorientent, souvent, ils ont psychologiquement, ils prennent d'un meilleur pied les concours. Enfin, du moins une réorientation. Voilà. Mon plus gros défi, je pense, ça, au contraire, ça a continué de... C'était vraiment le poids de... Vraiment, il faut que je me mette au travail, il faut que je continue. Et juste le fait de me dire que... Honnêtement, je sais pas, la L2, elle s'est assez bien passée pour moi. C'était aussi juste le fait de me dire que... me comparer aux autres, ouais, dans le sens où moi, j'avais des matières à rattraper, en plus j'en avais 4. De me dire que en vrai, je suis pas aussi en retard que ça comparé aux autres. J'ai peut-être les matières à rattraper, mais bon... que faire quoi, enfin je vais pas changer ça en plein milieu de l'année, je vais pas dire stop, je les abandonne, je sors ça du contrat, donc plutôt juste accepter le fait que je peux rien changer en cours d'année et que autant vivre l'année jusqu'au bout quoi, et c'est ce que j'ai fait au final. Bah moi, alors je vis avec mes sœurs, donc c'est un combat de tous les jours pour vivre avec et essayer d'avoir un esprit de cohésion en famille.
Donc du coup, il y avait aussi ce truc-là d'allier les cours et en même temps la diplomatie avec le reste de la famille. Donc voilà, il y avait ce truc-là il faut faire les tâches ménagères qui prennent un certain temps. L'appart est relativement grand, donc voilà, le temps de le nettoyer, ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, si tu le nettoies pas, t'as tes sœurs qui tombent dessus, et finalement tu perds 6 fois plus de temps que si tu avais nettoyé l'appart. Donc du coup, il y a ce truc-là à allier, faut réviser, mais en même temps, il y a des tâches auxiliaires de ta vie d'être humain que tu es obligé de finir. Et puis après, il y avait ce côté procrastinatoire qui est un gros défaut chez moi, parce que voilà, au lycée, je bossais pas beaucoup non plus. Et pareil, du coup, en L2, c'est là où ça a été mon plus gros problème, parce que moi, j'avais validé ma santé, donc j'en avais plus rien à faire. Enfin, j'avais validé à la santé de L1. Donc du coup, je partais avec une avance qui était assez généreuse par rapport à beaucoup de personnes qui sont en L2. Et du coup, justement, je me disais, voilà, la licence dans laquelle je suis est très sympa, je m'en sors pas trop mal, j'ai pas la santé, j'ai de l'avance par rapport aux autres. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'autant bosser que les autres. Alors j'avais des copains qui faisaient comme en L1, qui bossaient 12 heures par jour, avec un volume horaire très 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 élevé, beaucoup de cours à réviser et 5 ou 6 UE de santé à rattraper. Donc grosse force à eux, honnêtement je les admire pour avoir réussi à tenir 2 ans là-dessus. Et puis moi, c'est-à-dire c'est un truc que j'ai sorti à DL1, à certains d'entre vous en tout cas, que mon volume horaire était d'environ entre 4 et 5 heures maximum par jour en L2, qui n'est pas un volume horaire énorme. Alors moi les défis, ça a été de se dire en L2 que c'était la DER des DER parce qu'on n'a que 2 chances d'être admissible en France. Ouais. Et du coup se dire que c'est cette fois-ci ou jamais, mais que ça peut échouer encore, que c'est pas pour autant que c'est la bonne. Ça c'est une pensée qui m'a un peu obsédée pendant toute l'année, c'est de me dire ouais c'est vraiment maintenant ou jamais. Du coup il a fallu quand même garder la tête froide. Ne pas céder à la compète parce que ça peut être tentant. C'est vrai que le nombre de places se restreint et même si l'ambiance est bien meilleure et qu'on a mûri, on reste quand même un peu marqué par la L1 et voire limite traumatisé pour certains et malgré nous on peut avoir parfois des pensées un peu nocives à se dire que céder à la compétition et ça c'est vraiment un écueil. Pareil, il faut aussi conserver son authenticité, je pense, parce que moi je ne suis là que grâce aux choses que je fais et à la personne que je suis par ailleurs. Je me définis pas du tout par les études que je fais et par ce parcours en soi scolaire. Et du coup, parfois, c'est vrai que c'est compliqué d'allier les deux quand on aime faire plein de choses. Partir tous les week-ends, etc. Faut quand même savoir aussi de temps en temps travailler, comme le disait Florin. Et puis, c'est un peu ce qu'on a évoqué avant. Faut parfois canaliser ses proches aussi, qui ont l'impression que si vous avez échoué une fois, déjà c'est pas normal que vous ayez échoué une fois, c'était vraiment pas de chance, mais cette fois-ci c'est sûr c'est bon. Et du coup, faut passer l'année à leur dire non, c'est quand même pas sûr, on verra, etc. Donc pareil, garder la tête froide et garder la tête des autres froide aussi. Et quand même préparer le plan B, quoi. C'est quand même quelque chose sur laquelle je me suis penchée en L2, de savoir ce que j'allais faire potentiellement après si ça marchait pas, etc. J'avais envisagé, j'avais même prévu de faire un Erasmus et tout. Voilà. Donc c'est quand même un ensemble de choses à prendre en compte au cours de cette remontada. Je pense que la compétition, elle est pas forcément nocive si vous la prenez du bon côté, dans le sens où moi personnellement j'aime pas la compétition parce que j'en ai eu assez pendant tout le lycée, pendant toute ma scolarité, c'est bon, j'ai eu ma dose. En revanche, je peux comprendre que tu puisses avoir des pensées comme par exemple elle a une bonne note, j'aurais bien aimé en avoir une bonne aussi. Mais moi personnellement, je pense que tant que tu te dis pas j'aurais aimé qu'elle ait une mauvaise note ou une note moins bonne que la mienne, ça va, tu vois. Tant que tu te souhaites une bonne note sans souhaiter que la personne en face en ait une mauvaise, c'est normal que tu penses à ça, quoi. Et sinon, je pense que, juste pour revenir sur ce qu'on disait au début, au final, le syndrome de l'imposteur aussi, tu continues de le combattre tout le temps, quoi, au final. Genre, c'est un peu pendant toute l'année, tout au fur et à mesure de l'année, tu vas continuer à te dire... c'est un des plus gros combats, en fait, durant la scolarité, tu vas continuer à te dire... je le mérite. Il faut que je sache que je le mérite, quoi. C'est pas parce que j'ai pas travaillé de la même manière que les autres que je le mérite pas. Et pour finir, la dernière question. Avez-vous un message que vous souhaitez passer au LSPS
quelque chose de motivant, de drôle, ça peut être n'importe quoi, juste quelque chose pour les faire un peu plaisir à la fin de cet épisode. C'est en gros mon tout premier TD. Donc amphi du forum, tout en haut et tout. Au début de l'année, hein, on avait encore l'habitude d'applaudir les profs de CM. Devinez qui s'est levé pour applaudir le chargé de TD qui a été seul pendant 10 bonnes secondes à applaudir dans le vide. Ouais, donc j'y pense souvent et ça me fait... Enfin, aujourd'hui ça me fait rire, mais je vous assure que c'était pas si drôle que ça sur le coup. Du coup, mon petit message... là, vous le voyez pas, mais il y a vraiment 3 tuteurs de SHS. Donc, moi, je vais parler de Oui, c'est vrai qu'on la petite on l'a santé pas dit. mentale. Non, franchement, pensez à votre bien-être mental. Même si dit comme ça peut être bête, mais si vous vous sentez mal, vraiment, la santé mentale passe avant vos études. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un truc qu'on ne prend pas assez en compte en concours. Une erreur qu'on fait tous, etc. Prenez des jours de repos, un jour de repos. Faut vraiment savoir se faire plaisir tout en travaillant à côté. Pareil, là, vous avez eu vos notes, d'ailleurs, aujourd'hui. Bon, l'heure où on tourne, vous venez d'avoir vos notes ou des choses comme ça, mais il faut se dire aussi que l'intersemestriel, c'est le moment où vous pouvez souffler. Vous avez eu 4 jours de repos, vous pouvez souffler. Et c'est une façon, il faut savoir aussi reprendre le pas doucement en révisant. Donc, n'oubliez pas de reprendre votre pas. Et il faut savoir doser entre se reposer de ces 4 jours qui finissent en 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui vont facilement sur un mois où on ne repose pas sérieusement. Et en même temps, profitez des fois juste des week-ends que vous avez. C'est un truc qu'on n'en parle pas assez. Allez courir, faites-vous plaisir, sortez. Le message, c'est vraiment juste penser à votre bien-être avant tout. Et si jamais, pour la vaisselle, en semaine d'examen, je la faisais pas non plus pour ceux qui s'inquiètent. C'est-à-dire que la pile, elle est énorme en semaine d'examen, mais après, je la faisais promis. Voilà. Donc, pensez à vous, à votre bien-être surtout. Alors, moi, c'est une petite anecdote comme ça, qui n'a pas pour but de vous déprimer, bien au contraire. Mais en fait, j'avais un groupe de copines où on passait tellement notre temps à pleurer pendant toute la LSPS. En fait, on s'envoyait une photo à chaque fois qu'on faisait un burn-out. Et du coup, j'ai créé une espèce d'album dans ma galerie, etc., de toutes mes copines, tous les gens qui envoyaient une photo dès qu'ils pleuraient, dès qu'ils en pouvaient plus, etc. Et je m'étais dit que j'en ferais une expo un jour et que j'appellerais, je sais pas, l'album des larmes, j'en sais rien, ou Med Eye, je sais pas. J'ai réfléchi un peu à des titres, mais voilà, en fait, c'est juste pour vous dire que à l'arrivée, ces gens-là, pour ne pas les citer, il y en a qui sont arrivés dans les 10 premiers de la promo et tout, et pourtant ils ont passé une année terrible, et en fait c'est dur pour tout le monde. C'est normal de craquer, surtout là en ce moment en janvier, etc. C'est pas la période la plus simple, donc c'est normal. Tout le monde vit plus ou moins mal son année. Ne pensez pas que vous n'allez pas y arriver, bien au contraire, et sachez que vous n'êtes jamais seul. Le tutorat est toujours là pour vous soutenir et vous remonter le moral s'il le faut, donc ne restez pas seul, croyez en vous et pleurez un bon coup, ça fait jamais de mal. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à essayer de se projeter dans ce qu'on fera plus tard. Je me souviens que du coup, quand je me suis lancé en médecine, en première année de santé, je me disais que voilà, je ferais plein de choses, je serais à l'hôpital et ainsi de suite. J'avais de la famille qui était en médecine, donc du coup, j'avais certains retours sur des expériences qu'ils avaient, souvent des anecdotes très drôles, et je n'avais qu'une hâte, c'est de vivre les mêmes expériences. Aujourd'hui que je suis en P2, ça m'ouvre certaines portes. Par exemple, moi je fais de la garde de nuit chez les personnes âgées. Donc de 20h à 8h, je m'occupe d'eux. Et donc c'est à domicile et tout ça. Et donc voilà, j'ai eu déjà quelques petites expériences, plus ou moins drôles. Du coup, en tant que professionnel de santé, on est sujet à des histoires qui sont un peu dramatiques. Mais en revanche, ça donne des histoires qui sont très drôles. Moi, je me suis occupé de petites dames qui étaient vraiment toutes mignonnes, qui étaient super sympas. Vraiment des gens avec qui j'ai discuté pendant peut-être jusqu'à 4h du matin. Ça tient très très loin, une personne âgée la nuit. Et franchement, en fait, c'est le genre de truc que quand j'étais en L1, je n'avais qu'une envie, c'était de vivre ce genre d'expérience. Les petites anecdotes que mes copains beaucoup plus vieux me racontaient, des blagues que tu te dis, mais c'est pas possible, jamais tu vois ça dans la vie. Ça n'existe pas, les gens comme ça. Et bah si, ça existe. Et en fait, moi, j'avais qu'une hâte, c'était de vivre la même chose. Et bah maintenant, je vis la même chose et je ne regrette rien. J'ai passé 2 ans pour avoir ce genre d'anecdotes. C'est des simples anecdotes.
Mais finalement, en essayant de se projeter, ça donne beaucoup de courage pour réussir l'année jusqu'au bout. N'ayez pas peur de rêver, en gros. Ouais, c'est ça. Moi, un truc que j'avais aussi en rebondissant là-dessus, c'est que au S1, je me projetais pas sur ce que je voulais faire parce que j'avais pas encore assez confiance en mes méthodes, etc. Et avec le S2, on commence à un peu bosser, c'est notre routine finalement, c'est un peu notre vie finalement, c'est trop bien quoi. On apprend à travailler et voilà, c'est chouette. Et je me suis imaginé, plus on avançait, plus je m'imaginais un peu, plus je me voyais, je sais pas, je me voyais, je rêvais un peu sur ce métier, sur mon métier. Et je sais pas, c'est trop bien. C'est une motivation de malade, genre, au quotidien. Moi, en fait, ce qui me faisait avancer souvent, c'était penser au stage infirmier. Parce que pour moi, le stage infirmier, c'était tellement symbolique dans le sens où c'était ma première expérience en tant qu'étudiant en médecine avec cette vraie étiquette. Vu que j'étais, après les oraux, j'étais classée parmi les derniers à avoir les oraux. J'ai fini par le prendre super loin. Donc, moi, je suis de Strasbourg à la base, Schiltigheim. Et j'ai pris mon stage à Tannes-Saint-Jacques, donc c'est à 130 km. Et en fait, j'y suis allée avec une amie à moi. Donc, gros bisous à Leïla, Mais du coup, on est arrivé à l'hôpital et on a dormi sur place. On a dormi à l'hôpital, on a dormi dans le, entre guillemets, dans le grenier, avec un clic-clac pour moi, un lit de place pour madame, avec la douche au coin de la pièce. Donc la deuxième, elle devait sortir s'asseoir dans le couloir, avec les cris des patients en pleine nuit, avec des grands à l'aide. Et je devais dire à Leïla, par pitié, va voir ton patient. Enfin, c'était une excellente expérience. Et si c'était à refaire, je repartirais encore une fois à Tannes parce que waouh quoi, enfin, j'ai eu mes plus grands fous rires de l'été là-bas, c'était ma plus belle expérience de mon année de mes 3 années de médecine pour l'instant, entre gros guillemets médecine, mais L1, L2, P2 confondus. Ma meilleure anecdote c'était vraiment le stage infirmier, et du coup on faisait toujours les shifts du matin, du coup, les services du matin, et ensuite on avait toute la journée à nous en fait. Le reste de la journée on pouvait sortir et tout. Je l'ai adoré et ça a vraiment confirmé le fait que j'ai bien fait d'attendre ce stage infirmier pour me motiver quoi. Et si vous n'êtes pas en médecine, il y a plein d'autres expériences que vous aurez en maïeutique, en pharma, en dentaire. Évidemment, ils ont aussi oui, le stage infirmier. Donc n'ayez pas peur. En kiné aussi, ils font plein de stages. Donc vous aurez plein d'expériences cliniques et plein d'anecdotes à raconter. Du coup, pour terminer, on a appris plein de choses aujourd'hui. Tout d'abord qu'une deuxième chance, que ce soit une réorientation ou entre 2 semestres ou entre 2 années, c'est une opportunité précieuse et il faut saisir avec ses bras ouverts. C'est vraiment le moment idéal pour se donner à fond. Les doutes sont normaux, mais pour les dépasser, il faut juste se reconnecter avec ses motivations, repenser à ses objectifs et surtout se remettre au travail pour avancer. Il ne faut surtout pas oublier que son entourage, c'est une source incroyable de motivation et de soutien, et n'aie pas peur non plus de t'appuyer sur eux. Ils sont là pour toi, et bien sûr, la discipline reste la clé pour continuer, même quand tu n'as pas envie, même quand tu as la flamme de la BU, comme a dit Naël. Et enfin, il faut vraiment juste prendre soin de toi, garder une bonne hygiène de vie. Ça peut tout changer, ton expérience, tes capacités et même tes résultats s'en trouveront améliorés. Donc, on espère que tu as apprécié cet épisode. Maintenant, c'est à toi de mettre tout en pratique, ce que tu as appris aujourd'hui. Et j'espère que tu as beaucoup appris, finalement. Et du coup, à très bientôt pour un nouvel épisode du Tu t'écoutes. Bye.